14h30, la lumière de Ouagadougou s'éteint brutalement. 5 minutes après, les signaux, les ondes et la confiance d'un peuple disparaissent, emportés dans un vide numérique soudain. Mais dans cette obscurité, une question est née. Était-ce une simple panne ou bien une tentative de destruction plus profonde ? Ce silence, qui semblait marquer la fin, était en réalité le début d'une nouvelle ère de guerre. Ibrahim Traoré, capitaine du pays, savait que l'indépendance n'était plus une question de frontières physiques, mais de lutte pour la mémoire et la souveraineté. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique ? Et quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette révolution invisible ? La scène de Ouagadougou est bien plus qu'une simple coupure d'électricité. C'est une illustration frappante de la vulnérabilité numérique des nations africaines et de l'émergence d'une guerre hybride où la souveraineté est mise à l'épreuve à travers les câbles, plutôt que par des fusils. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, fait face à un défi majeur. Restaurer la confiance du peuple tout en naviguant dans un contexte géopolitique où l'ingérence extérieure est une menace omniprésente. Dans cette bataille, chaque décision prise aura des répercussions non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble du Sahel et au-delà. La question cruciale qui se pose est: comment un État peut-il défendre sa souveraineté dans un monde où les frontières ne sont plus simplement géographiques ? La promesse de Traoré est claire: défendre non seulement le territoire, mais la mémoire collective et la capacité de décider pour soi-même. Pour le peuple burkinabé, ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais de redéfinir ce que signifie être un pays indépendant à l'ère numérique. Ibrahim Traoré sait que sa prochaine étape déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de l'Afrique face à la guerre invisible du XXIe siècle. La situation à Ouagadougou ce soir-là a révélé des failles que personne n'aurait cru possibles. À 2h30 du matin, les caméras de surveillance s'éteignent, une à une, suivies par les lampadaires et les systèmes de communication. En moins de 10 minutes, la capitale burkinabé se transforme en une ville fantôme, prise au piège dans un noir total, non par un simple blackout, mais par une attaque minutieusement orchestrée. Ce n'était pas un incident isolé, c'était un message. Dans un monde de plus en plus connecté, où chaque infrastructure est interconnectée, l'attaque à Ouagadougou est un test de souveraineté. Les experts s'accordent à dire que cette manœuvre ne venait pas seulement d'acteurs locaux. Les données de l'attaque ont révélé des signatures étrangères avec des protocoles militaires que l'on retrouve habituellement dans les exercices de l'OTAN. Une intrusion cybernétique hautement sophistiquée imitant les techniques des opérations hybrides modernes. Ibrahim Traoré, dans ce contexte de confusion, ne perd pas de temps à chercher des coupables externes. Il comprend immédiatement que l'attaque n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement un acte de sabotage, mais un test de la résilience de son pays à un niveau plus profond. La question devient alors évidente. Pourquoi Ouagadougou ? Pourquoi maintenant ? Et ce qui semble encore plus troublant, qui sont les véritables acteurs de cette attaque et quels sont leurs objectifs ? Ce n'était pas un simple coup d'État, mais un changement de paradigme. La guerre n'est plus menée dans les rues, mais dans les câbles, dans les algorithmes et dans les flux de données. Le Burkina Faso, un pays qui a longtemps été perçu comme fragile dans un environnement géopolitique turbulent, est désormais l'objet d'une guerre numérique invisible, où la perception et la manipulation des informations deviennent les armes principales. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, Ibrahim Traoré a fait preuve d'une sérénité remarquable face à la crise. Alors que le pays était plongé dans l'incertitude, le jeune capitaine a refusé la panique et s'est dirigé directement vers la salle de commandement. La situation était chaotique, les infrastructures étaient dévastées, la ville était plongée dans l'obscurité et la communication entre les forces armées était coupée. Mais ce n'est pas la peur qui l'a envahi, mais une détermination froide à comprendre ce qui s'était passé et à y répondre de manière pragmatique. Plutôt que de fuir dans des bunkers ou de se concentrer sur la vengeance, Traoré s'est posé une question fondamentale. Où avons-nous été aveuglés ? Cette simple phrase, prononcée avec calme et assurance, est devenue un point de référence pour les officiers qui l'entouraient. Au lieu de blâmer ses subordonnés ou de chercher à accuser des puissances extérieures sans preuve, il a cherché à comprendre le mécanisme derrière l'attaque.
Il a ordonné la création immédiate d'une cellule de crise réunissant des militaires, des techniciens et des juristes pour analyser la situation. Son objectif n'était pas seulement de réagir, mais de tirer des leçons pour renforcer la sécurité nationale sur le long terme. Cette décision, prise dans les moments les plus critiques, a non seulement renforcé la confiance des Burkinabés en leur leadership, mais a aussi mis en lumière la résilience du pays face à des menaces hybrides, loin des armes classiques. À travers cette gestion de crise, Ibrahim Traoré est devenu non seulement un chef militaire, mais aussi un symbole de la capacité d'un pays à se réinventer face à l'adversité. Le moment était venu de comprendre que la véritable guerre, désormais, se livre sur un terrain totalement nouveau, celui du numérique. À 2h30 du matin, une attaque soigneusement orchestrée a plongé Ouagadougou dans une obscurité totale. Les premières caméras ont cessé de fonctionner, suivies rapidement par les systèmes de surveillance et les lampadaires. En quelques minutes, la ville est devenue un terrain de silence et de chaos. Ce qui semblait être une panne de courant ordinaire s'est rapidement avéré être un test systématique des vulnérabilités du pays. Les assaillants avaient frappé avec une précision déconcertante, coordonnant des brouillages électroniques et des attaques par petites charges explosives pour détourner l'attention des forces de sécurité. Un brouillard de confusion enveloppait chaque secteur de la capitale, chaque minute comptant dans ce jeu où la réalité semblait devenir aussi floue que les signaux qui s'éteignaient autour d'eux. Les autorités burkinabées, prises par surprise, ont réagi immédiatement. En moins de 5 minutes, les premières unités du 25e bataillon d'infanterie ont été déployées, alertées par les perturbations des fréquences cryptées. En parallèle, la garde présidentielle a sécurisé les axes d'accès, mais les assaillants avaient déjà amorcé leur mouvement. La bataille, bien que brève, a été intense. Des tirs ont éclaté dans le quartier de Kossam et des véhicules blindés ont été envoyés pour bloquer les issues. Cependant, malgré la rapidité de la réponse, l'attaque avait déjà fait son impact. Les systèmes de communication étaient inefficaces et la sécurité des infrastructures critiques semblait avoir été gravement compromise. L'attaque n'avait pas pour but de détruire le gouvernement, mais de le fragiliser en enlevant toute possibilité de communication efficace. Dans le calme qui a suivi l'assaut, les premières analyses ont révélé l'ampleur de la manœuvre. Les assaillants n'avaient pas seulement pris d'assaut des points stratégiques, mais avaient aussi utilisé des techniques sophistiquées de cybersabotage pour perturber les communications internes et la surveillance aérienne. Les fragments de code retrouvés sur les serveurs corrompus ont montré des similitudes frappantes avec les protocoles utilisés lors d'exercices militaires européens, notamment l'OTAN. Cette découverte a eu un impact retentissant dans le pays, suscitant des spéculations sur les véritables auteurs de l'attaque. Les autorités burkinabées ont rapidement conclu que cet incident ne relevait pas d'une simple opération de sabotage local, mais d'une stratégie plus large visant à tester la résilience du pays face à la guerre hybride. Le lendemain matin, alors que les images de véhicules calcinés et de câbles sectionnés circulaient, l'ampleur de l'incident était encore difficile à saisir. Des rumeurs circulaient évoquant des forces étrangères impliquées, mais aucune preuve tangible n'était disponible. Le gouvernement burkinabé a pris des mesures pour rétablir le contrôle. Ibrahim Traoré, qui avait ordonné la fermeture de l'espace aérien et l'activation d'une cellule d'urgence, a insisté pour que chaque détail de l'attaque soit minutieusement reconstitué. Il savait que la résilience du pays ne se mesurerait pas à sa capacité à riposter physiquement, mais à sa capacité à regagner la confiance de ses citoyens et à répondre à la menace de manière stratégique. Dans ce contexte, le peuple burkinabé a dû faire face à un dilemme majeur. L'attaque avait porté atteinte à leur sécurité, mais elle avait également éveillé un sentiment de vulnérabilité collective qui remettait en question les fondements de leur indépendance. Pourtant, cette nuit de chaos a servi de catalyseur pour une prise de conscience nationale. La véritable guerre, désormais, se mène sur des terrains invisibles. Et Ibrahim Traoré, en tant que leader, s'est engagé à conduire son pays à travers cette nouvelle réalité. Les premières analyses techniques ont confirmé que l'attaque de Ouagadougou n'était pas un simple dysfonctionnement, mais une opération hautement coordonnée et méthodique. En moins de 10 minutes, une série de brouillages et d'interférences
a paralysé les réseaux de communication et de surveillance, affectant plus de 60% des systèmes critiques de la ville. Selon les rapports des services de cybersécurité, 37 serveurs civils et militaires ont été simultanément saturés entre 2h31 et 2h39, entraînant une surcharge systémique et une panne générale de la communication. Cette corrélation temporelle, mesurée et confirmée par plusieurs experts indépendants, prouve qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une manœuvre concertée, orchestrée avec une précision que seules des forces extérieures pouvaient accomplir. L'impact immédiat de l'attaque a été frappant. Plus de 68% des systèmes critiques du pays ont été touchés, y compris ceux responsables de la gestion de l'énergie, des communications et de la surveillance aérienne. Ce chiffre, bien que non immédiatement révélé au public, montre l'étendue du choc numérique que le pays a subi. Cette perturbation a créé un vide de pouvoir, rendant impossible toute réponse rapide de la part des autorités locales et régionales. Les autorités ont dû compter sur des canaux de communication de secours pour gérer la situation. Mais même ces systèmes étaient fragiles, étant donné qu'ils étaient souvent dépendants des infrastructures locales, elles-mêmes affectées par l'attaque. En réponse à la question clé, qui était derrière cet assaut, les experts ont trouvé une série de fragments de code militaire étrangers, apparemment dérivés des protocoles utilisés dans les opérations conjointes européennes. L'analyse médico-légale a permis de faire le lien avec un cryptage appelé CypherKX, un protocole utilisé dans des exercices de l'OTAN, mais non disponible à la disposition des groupes armés locaux. La similitude avec les techniques de guerre numérique déployées par des puissances étrangères a conduit les autorités burkinabées à conclure que l'attaque ne pouvait être le fruit d'un groupe indépendant. L'hypothèse d'une ingérence extérieure est devenue hautement plausible. Les premières données collectées par les ingénieurs en cybersécurité ont révélé qu'une série d'émissions de brouilleurs provenait de points fixes situés dans un rayon de 2,8 km autour du palais présidentiel. Ces points, enregistrés sous des licences prétendument humanitaires, ont été attribués à des sous-traitants étrangers. En outre, les analystes ont noté que les coordinateurs locaux de ces opérations avaient quitté le pays 2 jours avant l'incident, un détail qui a encore ajouté à la suspicion d'une préparation externe. Si ces coïncidences ne prouvent rien à elles seules, elles ne peuvent pas non plus être ignorées. Ibrahim Traoré, qui a été informé des résultats de l'enquête en temps réel, a rapidement intégré ces données dans sa stratégie de réponse. Il a insisté sur le fait que même si l'attaque avait été dévastatrice, elle offrait aussi une opportunité, celle de renforcer la cybersécurité nationale et de s'assurer que le Burkina Faso ne serait plus jamais pris au dépourvu de cette manière. Il a également souligné que la défense numérique était désormais une priorité, car l'attaque avait révélé des failles qu'aucune armée classique n'aurait pu exploiter aussi efficacement. Alors que les analyses de l'attaque se poursuivaient, 2 visions opposées ont émergé au sein des cercles politiques et militaires du Burkina Faso. La première, largement portée par des voix à l'international, affirmait que l'incident de Ouagadougou n'était qu'une coïncidence malheureuse, le résultat de défaillances internes et d'une paranoïa excessive du régime. Selon cette thèse, les coupures de courant et les défaillances des systèmes étaient dues à un manque d'entretien des infrastructures et à une mauvaise gestion des ressources. Les gouvernements étrangers, notamment occidentaux, ont hésité à soutenir la version d'une ingérence extérieure, avançant l'idée que le régime de Traoré exagérait l'ampleur de la menace. La deuxième vision, soutenue par les analystes burkinabés et sahéliens, rejetait cette explication trop simpliste. Pour eux, il ne pouvait s'agir d'un simple accident. L'attaque avait trop bien été orchestrée et les preuves de manipulation numérique étaient trop évidentes. Cette version soutenait que les coupures, les brouillages et l'interférence électronique avaient été minutieusement planifiés et exécutés par des forces extérieures dans le but de tester la vulnérabilité du pays. Des experts en cybersécurité ont souligné que l'attaque correspondait exactement aux caractéristiques des opérations hybrides, des attaques
où la technologie et l'information sont utilisées comme des armes. Ibrahim Traoré, tout en restant diplomate, a rejeté les théories du complot qui circulaient. Il a plutôt opté pour une approche pragmatique. Il a refusé de se concentrer uniquement sur les coupables, qu'ils soient locaux ou étrangers. Pour lui, ce n'était pas la question. Ce qui comptait, c'était d'analyser la situation et de tirer les leçons nécessaires. Il a répété à ses conseillers que l'attaque était une opportunité déguisée, une occasion de renforcer la souveraineté numérique du pays, tout en prenant des mesures concrètes pour sécuriser les infrastructures critiques, en insistant sur le fait que la guerre moderne ne se livrait plus uniquement sur le terrain, mais dans le cyberespace, il a orienté le pays vers une refonte totale de sa stratégie de défense. Pour Traoré, la question n'était plus de savoir s'il avait été attaqué, mais comment le pays pouvait répondre à cette nouvelle forme de guerre. À ce moment critique de la crise, un élément de l'attaque s'est révélé de manière décisive. Ce n'était pas simplement une démonstration de force, mais un test stratégique. La vitesse avec laquelle les systèmes ont été infiltrés et la coordination des assaillants ont indiqué un objectif plus profond. Ibrahim Traoré, réalisant que le pays n'était pas seulement attaqué physiquement, mais aussi dans sa capacité à maintenir l'ordre numérique, a pris une décision audacieuse. Il a ordonné la réactivation des systèmes de communication de secours et la fermeture immédiate de l'espace aérien, tout en préparant une stratégie à long terme pour contrer toute autre tentative de manipulation. Ce qui semblait être un simple incident de sécurité est rapidement devenu une épreuve de la résilience nationale, un test de la capacité de l'État à se défendre dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie. Traoré a compris que pour réussir, il devait non seulement sécuriser les infrastructures critiques, mais aussi restaurer la confiance du peuple dans ses institutions. Il a donc engagé une révision totale de la cybersécurité, se concentrant sur la création d'une armée numérique capable de résister aux futures menaces invisibles. L'attaque de Ouagadougou n'a pas seulement secoué le gouvernement, mais elle a aussi révélé les fissures profondes dans la confiance du peuple envers les institutions du pays. Bien que la réponse immédiate ait été rapide, les conséquences de l'incident se sont propagées bien au-delà du moment. Tout d'abord, le gouvernement burkinabé a dû faire face à un défi majeur, la gestion de la communication pendant une crise numérique de cette envergure. La confiance des citoyens a été ébranlée et l'attaque a mis en lumière l'ampleur de la dépendance aux infrastructures critiques pour la gestion de la souveraineté nationale. Le peuple burkinabé, déjà confronté à des défis socio-économiques majeurs, a été plongé dans un climat de méfiance. Selon un sondage effectué peu après l'attaque, près de 71% des Burkinabés ont exprimé leur méfiance vis-à-vis des informations circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Cette fracture de la confiance n'était pas seulement le résultat de la coupure des communications, mais aussi des rumeurs et des informations contradictoires qui ont circulé pendant et après l'incident. Sur le plan économique, les effets ont été immédiats. En 3 semaines, les transactions électroniques ont chuté de 28%, ce qui a affecté gravement les marchés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Les banques étrangères ont suspendu temporairement leurs opérations de change, craignant des risques systémiques liés à l'instabilité du pays. Cependant, cette perturbation a également stimulé une réaction inattendue, le développement de systèmes alternatifs basés sur la monnaie mobile, ce qui a renforcé l'autonomie économique du pays, bien que dans un contexte d'incertitude. La société civile, quant à elle, a été partagée entre un sentiment d'angoisse face à l'invisible et une volonté de rebondir. Les réseaux sociaux ont vu une explosion de débats, certains prônant la résilience et la solidarité nationale, d'autres exprimant leur frustration face à un gouvernement qu'ils estimaient ne pas avoir anticipé cette crise. Les stations de radio communautaires, souvent reléguées au second plan, ont joué un rôle crucial dans la diffusion d'informations vérifiées et ont contribué à rétablir un semblant de confiance parmi la population. Leurs messages apaisants ont permis à de nombreux citoyens de traverser la tempête malgré la peur omniprésente. À l'échelle régionale, les effets de l'attaque ont eu des répercussions sur les relations avec les pays voisins.
Le Mali et le Niger ont rapidement exprimé leur soutien, considérant l'incident comme une attaque non seulement contre le Burkina Faso, mais contre toute l'Afrique. Leur soutien public a renforcé la position de Traoré sur la scène internationale. Cependant, au-delà de ces gestes de solidarité, l'incident a mis en lumière la vulnérabilité de toute la région du Sahel face aux menaces numériques qui transcendent les frontières géographiques. L'attaque a également provoqué une fracture dans les relations internationales. Alors que certains gouvernements occidentaux ont opté pour la prudence, soulignant l'absence de preuves tangibles d'ingérence extérieure, d'autres ont commencé à reconsidérer leur approche face aux défis numériques auxquels sont confrontés les pays africains. Ibrahim Traoré, dans ses discours, a souligné que cet incident n'était pas seulement une attaque militaire, mais un test des capacités de résilience de son pays. Pour lui, ce n'était qu'une première étape dans la défense de la souveraineté numérique. Dans les mois suivant l'attaque, 3 scénarios ont émergé pour l'avenir du Burkina Faso, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité du pays et de la région. Le premier scénario, basé sur la continuité, envisage que le Burkina Faso continue sur sa voie actuelle. En renforçant ses alliances avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, et en poursuivant ses efforts de coopération régionale en matière de cybersécurité, le pays pourrait maintenir une stabilité fragile. Le gouvernement burkinabé pourrait ainsi espérer une croissance modeste de plus de 2,4%, conditionnée par la gestion prudente des tensions sécuritaires et la continuité des politiques actuelles. Cependant, ce scénario repose sur une vigilance constante et un équilibre précaire entre défense nationale et maintien des relations diplomatiques. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage que l'incident de Ouagadougou soit un catalyseur pour une transformation plus large. Le pays, galvanisé par la crise, pourrait adopter une politique de défense intégrée, mêlant sécurité numérique, contrôle des infrastructures critiques et une coopération renforcée avec des partenaires non occidentaux tels que la Russie, la Turquie et les Émirats. Ce modèle régional alternatif pourrait atténuer la dépendance économique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales tout en créant un sentiment d'unité nationale. Dans ce scénario, l'économique et la diplomatie seraient réorientées pour renforcer la souveraineté et la résilience nationale. Cependant, un tel changement nécessiterait une discipline politique rare et un consensus interne difficile à maintenir, surtout dans un contexte régional aussi instable. Le troisième scénario, le plus pessimiste, prévoit une détérioration de la situation intérieure et régionale. La méfiance entre les citoyens et les institutions gouvernementales pourrait se renforcer, alimentée par une gestion inadéquate de l'après-attaque et une crise de communication non résolue. Les tensions sociales et politiques pourraient devenir ingérables avec un affaiblissement de la position du gouvernement sur la scène internationale. Les investissements étrangers se réduiraient et le franc CFA se fragiliserait encore davantage, entraînant une instabilité économique croissante. Si cette dynamique persiste, le pays pourrait se retrouver dans une spirale de méfiance et d'isolement où la souveraineté n'est plus seulement une question d'indépendance politique, mais de survie. Pour Ibrahim Traoré, ces 3 scénarios ne sont pas des lignes directrices, mais des lignes de mire. Sa stratégie est de rester flexible et d'adapter les réponses en fonction des évolutions géopolitiques et internes. Ce qui est certain, c'est qu'il devra manœuvrer habilement entre la pression extérieure et les besoins internes pour garantir que le Burkina Faso puisse non seulement survivre à cette crise, mais en sortir renforcé. La guerre hybride à laquelle le Burkina Faso fait face n'est pas simplement une question de cybersécurité ou de défense nationale, elle touche directement chaque citoyen. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de redéfinir ce que signifie être libre dans un monde de plus en plus interconnecté. La crise de Ouagadougou a révélé que la souveraineté nationale ne se mesure pas uniquement en termes de frontières physiques, mais aussi par la capacité d'une nation à contrôler ses données, ses infrastructures et la vérité elle-même. La fracture de la confiance entre le peuple et l'État est peut-être le plus grand défi à surmonter. Le gouvernement burkinabé a, dans un premier temps,
tentait de rassurer la population en mettant en place des mesures de transparence. Mais dans un monde saturé d'informations et de désinformation, ces efforts n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes. Cependant, une lueur d'espoir a émergé sous une forme inattendue, les voix des communautés locales. Les stations de radio communautaires, souvent ignorées dans le passé, ont joué un rôle crucial. Elles ont permis aux Burkinabés de se reconnecter à une source d'informations fiable, proche d'eux, en phase avec leurs préoccupations quotidiennes. Cette dynamique a montré que la véritable force d'un pays ne réside pas seulement dans ses institutions centrales, mais aussi dans ses communautés locales, qui, même dans les moments d'incertitude, sont les premières à offrir un soutien et à restaurer la confiance. Cette mobilisation de la société civile a eu un effet de levier. Elle a permis aux citoyens de comprendre que la guerre contre la souveraineté ne se limite pas à la lutte contre des ennemis visibles, mais qu'elle se déroule également dans les esprits et les discussions quotidiennes. Le rôle de chaque individu devient essentiel. La protection de la vérité et de l'indépendance passe par une vigilance collective et une participation active. Pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso face aux menaces invisibles, Ibrahim Traoré a mis en place un plan d'action concret basé sur 3 axes principaux: la cybersécurité, l'autonomie économique et le renforcement des institutions démocratiques. Le premier axe, la cybersécurité, est devenu une priorité nationale. Traoré a ordonné la création d'un centre de défense numérique rassemblant des experts locaux et internationaux pour renforcer la résilience des infrastructures critiques du pays. Ce centre ne se contenterait pas de défendre les systèmes informatiques, mais aussi de mener des formations en cybersécurité à grande échelle pour les jeunes générations afin qu'elles soient prêtes à répondre aux futures attaques. Le deuxième axe concerne l'autonomie économique. Après la chute des transactions électroniques et la suspension des services bancaires étrangers, le gouvernement a décidé de promouvoir des solutions locales, en s'appuyant sur des technologies comme la monnaie mobile pour renforcer l'indépendance financière. De nouveaux partenariats avec des puissances non occidentales, notamment la Chine et la Turquie, ont été envisagés pour réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des institutions financières traditionnelles. Ce changement stratégique vise à assurer une croissance durable, même dans un environnement incertain. Le troisième axe, celui des institutions démocratiques, est essentiel pour éviter les dérives autoritaires. Traoré a introduit un comité d'éthique pour superviser les décisions politiques majeures, assurant que celles-ci soient prises avec le consentement du peuple. Ce comité a également pour rôle de garantir la transparence et la responsabilité des dirigeants afin de maintenir la légitimité du gouvernement dans ce climat de méfiance généralisée. À travers les épreuves qu'il a traversées, Ibrahim Traoré incarne une nouvelle vision de la souveraineté et de la résilience. Le Burkina Faso n'est pas simplement un pays qui a survécu à une attaque, mais un pays qui a réappris à se tenir debout face à l'invisible. Le moment clé de cette transformation fut celui où, dans le calme du centre de commandement, Traoré a posé cette question fondamentale. Où avons-nous été aveuglés ? Ce n'était pas simplement un appel à la compréhension, mais un appel à l'action. En choisissant de répondre à l'attaque non pas par la vengeance, mais par la reconstruction, Traoré a donné à son peuple une nouvelle voix et vive femme. À suivre. Dans les mois qui ont suivi, cette question a résonné profondément dans le cœur des Burkinabés. Ce n'était plus seulement une question de sécurité, mais une question de ce que signifie être libre et souverain dans un monde numérique. Le Burkina Faso a ainsi entamé un processus de reconstruction non seulement des infrastructures, mais aussi de la confiance. En réaffirmant sa volonté de se défendre, mais aussi de se réinventer, Traoré a montré que la véritable indépendance d'un pays ne réside pas seulement dans la maîtrise de son territoire, mais aussi dans sa capacité à protéger ses vérités. L'histoire du Burkina Faso, marquée par la crise de Ouagadougou, est bien plus qu'un simple épisode de guerre numérique. C'est un appel à l'ensemble de l'Afrique et du monde pour comprendre que la souveraineté moderne dépasse les frontières physiques et les armées classiques. Dans un monde interconnecté, la véritable indépendance réside dans notre capacité à défendre nos vérités et à protéger nos ressources numériques. Ibrahim Traoré a montré qu'un pays peut se tenir debout
non pas en se battant contre des ennemis visibles, mais en défendant l'intégrité de ses systèmes, de ses citoyens et de ses idéaux. Alors que le Burkina Faso continue de se relever, cette crise nous rappelle l'importance de la vigilance collective. Ce n'est pas seulement l'histoire de Traoré, mais celle de chaque citoyen, chaque institution, chaque nation qui choisit de ne pas céder à la peur et de lutter pour la vérité. Et vous, dans votre propre pays, comment vous préparez-vous à défendre votre souveraineté numérique ? Partagez cette histoire et engagez-vous à protéger les vérités qui comptent, car la guerre pour la souveraineté est loin d'être terminée.